Los Angeles s'est réveillé sous un brouillard épais, lourd, presque suffocant. Les réverbères étaient encore allumés, se reflétant sur l'asphalte humide du petit matin, tandis que la ville s'éveillait sans se douter que, quelque part dans Koreatown, oublié de tous, un empire entier luttait pour survivre. Kang Jun-ho-il ouvrit les yeux avec difficulté. Pendant un instant, il ne reconnut pas l'endroit où il se trouvait. Le plafond était trop bas, les murs s'écaillaient. L'air était saturé d'une forte odeur d'antiseptique mêlée à celle de vieilles moisissures. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas leur appartement de luxe. Ce n'était aucun des endroits que je contrôlais autrefois. Il a essayé de bouger. La douleur a explosé avant même que le corps puisse obéir. Une violente secousse lui traversa l'abdomen, remontant jusqu'à sa poitrine et lui coupant le souffle. Ses muscles se contractèrent instinctivement et un gémissement sourd s'échappa de sa gorge, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il souffrait, beaucoup de douleur. Et cela, pour un chef de la mafia coréenne, était tout simplement inacceptable. Jun-ho avait bâti sa réputation sur une règle simple. La faiblesse n'a pas survécu. Dès son plus jeune âge, il avait appris qu'exprimer sa douleur, c'était s'exposer à la destruction. Dans le monde où il avait grandi, personne ne venait le sauver. Soit on restait debout, soit on disparaissait. Mais ce matin-là, tout avait mal tourné. L'embuscade a été trop rapide, trop propre. Une voiture coupe la route, une autre suit. Le reflet métallique d'une arme, le bruit sec du coup de feu. Il se souvenait encore de la sensation chaude et humide du sang qui coulait entre ses doigts, tandis qu'il pressait la plaie contre le siège de la voiture. Il se souvenait du goût métallique dans sa bouche, de la pensée cruelle qui lui avait traversé l'esprit avec une clarté terrifiante. Ce n'est pas ainsi que cela était censé se terminer. Si vous bougez, vous allez défaire les poings. La voix était ferme, sans hésitation. Jun-ho cligna lentement des yeux, essayant de se concentrer. Il détourna le visage avec effort, sentant la douleur le transpercer à nouveau. La femme qui se tenait devant lui portait des gants tachés de sang séché. Sa blouse de laboratoire était retroussée au coude, dévoilant des bras robustes, habitués au dur labeur. Ses cheveux étaient simplement attachés en arrière, sans aucune prétention. Sa peau sombre contrastait fortement avec la lumière froide de la lampe de fortune. Mais ce qui a le plus attiré son attention, c'était le regard dans ses yeux, direct, attentif, sans peur. Elle n'avait pas l'air impressionnée, pas du tout intimidée. Elle ne se souciait absolument pas de savoir qui il était. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la gorge sèche, la voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Elle a ajusté la poche de perfusion avant de répondre. Chaque geste était précis, contrôlé, presque froid. « Le médecin que vous ne méritiez pas, » dit-elle en le regardant enfin, « mais qui vous maintiendra en vie. » Le nom est apparu peu après, sans cérémonie. Aisha Coleman, médecin afro-américain, ayant grandi dans le sud de Chicago. Fille d'une infirmière qui enchaînait les doubles gardes et d'un père qui ne rentrait jamais à la maison, elle a grandi au milieu des hôpitaux publics, des couloirs bondés, des sirènes incessantes et des histoires qui se terminaient rarement bien. Elle avait appris très tôt que sauver des vies n'avait rien de glamour. C'était sale, c'était épuisant. Et cela s'accompagnait rarement de remerciements. Les hommes comme Jun-ho ne lui étaient pas inconnus. Il avait déjà soigné des trafiquants de drogue, des membres de gangs et des personnes ayant fait des overdoses. Il savait reconnaître dans les yeux de quelqu'un qui avait l'habitude d'être aux commandes. Mais là, sur ce lit de fortune, il n'était plus qu'un corps blessé. « Je ne vous ai pas demandé votre nom », répondit Jun-ho, essayant de reprendre ses esprits, même s'il avait la tête qui tournait. « Parfait », dit-elle, imperturbable. « Alors ne me dis pas le tien. Comme ça, on est quitte. » Elle s'approcha du lit et commença à vérifier les points de suture. Ses doigts fermes appuyèrent légèrement sur la zone blessée, ce qui le fit serrer les dents pour ne pas réagir. « Vous avez eu de la chance », a-t-il commenté. « Quelques centimètres de plus et nous ne serions pas en train de parler. » Sorte. C'était un mot qu'il n'aimait pas. « Où suis-je » demanda-t-il. « Dans un endroit où personne ne vous cherchera, pour l'instant. » Elle a ajusté la perfusion, vérifié le rythme cardiaque et griffonné quelque chose sur un petit bloc-notes. Aucune curiosité ne transparaissait sur son visage. Aucune question concernant l'argent. Aucune révérence. Cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Jun-ho ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses idées. Dehors, le bruit lointain d'un hélicoptère de la police déchira l'air, le faisant grimacer. « Vous savez qui je suis » dit-il à voix basse. « J'en sais assez » répondit Aisha. « Et je sais aussi que si tu continues à faire comme si de rien n'était, tu vas mourir ici même. » Il rouvrit les yeux. Elle n'était pas menaçante. Je ne faisais que constater un fait.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jun-ho réalisa quelque chose qu'il avait toujours évité. Il n'était pas maître de la situation. Son corps l'avait trahi. Ses hommes ont échoué. Et maintenant, sa vie dépendait de quelqu'un qui n'avait aucune raison de s'en soucier. Cela le mettait mal à l'aise. Un silence pesant, presque gênant, s'installa entre eux. Aïcha continua de travailler, nettoyant les instruments, rangeant les médicaments, comme s'il n'était qu'un patient parmi d'autres. Mais chez Jun-ho, quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas de la gratitude, ce n'était pas un souhait, c'était quelque chose de plus dangereux. L'étrange impression de ne pas être considéré comme un chef, mais comme un homme brisé, et cette prise de conscience l'effrayait plus que n'importe quel ennemi armé. Aïcha éteignit la lumière principale, ne laissant allumer que la lampe de chevet. « Dors, dit-il, ton corps en a besoin. Et si je ne veux pas ?» Elle le regarda une dernière fois. « Votre corps en subira alors les conséquences. Et je ne fais pas affaire avec des cadavres. » Elle s'éloigna, s'assit sur une chaise voisine, se préparant à une nouvelle nuit blanche. Jun-ho ferma les yeux. Dehors, la ville continuait de se réveiller. Dans cette pièce oubliée, quelque chose de bien plus important qu'une plaie ouverte commençait à se former. Une situation à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Les jours suivants s'éternisèrent d'une manière qu'Ikang Jun-ho-je n'avait pas l'habitude de supporter ça. Pour quelqu'un qui avait toujours vécu au rythme effréné des décisions rapides, des ordres donnés à la hâte et des conséquences immédiates, la convalescence forcée ressemblait à une lente torture. Le corps réclamait du repos. La plaie brûlait. La faiblesse se manifestait sans cesse, aux moments les plus inattendus. Et il y avait Aïcha, toujours des ailes, toujours attentif, toujours impossible à ignorer. Elle arriva tôt, avant même que le soleil ne perce complètement le brouillard qui enveloppait Koreatown. Elle vérifia les pansements, prit les constantes vitales et administra les médicaments avec une précision quasi mécanique. Pas de paroles superflues, pas de soins excessifs. Juste l'essentiel. Cela irrita Jun-ho. Il détestait le silence confortable qu'elle semblait imposer à la pièce. Il détestait qu'elle ne soit impressionnée par rien de ce qu'il représentait. Il détestait, par-dessus tout, à quel point il avait besoin d'elle. « Tu ne peux pas t'asseoir comme ça », dit Aïcha un matin, le trouvant penché en avant, les coudes posés sur les genoux. « Tu vas abîmer tes points de suture. »« J'ai connu des situations pires », répondit-il sèchement. « Votre corps l'ignore. Et maintenant, c'est lui qui commande. » Elle poussa une chaise vers lui avec son pied. « Asseyez-vous » Il obéit, et cela l'a rendu encore plus furieux. Jun-ho observait Aïcha qui se déplaçait dans la pièce improvisée. Rien chez elle ne semblait déplacé, même dans ce décor délabré. Chaque geste était sobre, chaque mot mesuré. Elle ne cherchait ni à plaire, ni à provoquer. Elle existait simplement, avec cette assurance imperturbable. « Tu me parles comme si j'étais n'importe qui », a-t-il commenté d'un ton provocateur. Aïcha n'a même pas regardé. « Vous êtes ici ?» La réponse était trop simple. C'est tellement vrai. Le silence revint. Un silence différent de celui d'avant, plus intense, plus attentif. Au fil des heures, Jun-ho commença à remarquer chez les gens des choses qu'il ignorait d'ordinaire. La façon dont Aïcha prenait une profonde inspiration avant de changer les bandages les plus douloureux. La légère tension dans ses épaules lorsque la radio portable captait des informations sur des violences dans les quartiers voisins. Elle s'en souciait, mais il ne le laissait pas paraître facilement. Le 3e jour, il la trouva en train d'essayer de l'empêcher d'allumer une cigarette. « Tu dois arrêter ça », dit-elle en lui arrachant le briquet des mains. « Vous êtes mon médecin, pas ma mère. » Elle éteignit fermement sa cigarette dans le cendrier. « Et vous êtes mon patient, pas mon propriétaire. » Les deux se fixèrent du regard. Un instant, Jun-ho songea à dire quelque chose qui aurait fait sursauter n'importe qui d'autre. Une menace à peine voilée, un rappel de qui il était. Mais quelque chose l'en empêcha. C'était peut-être son regard. Peut-être était-ce la lassitude qu'il y voyait. Ou peut-être était-ce le fait que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne semblait pas avoir peur de lui. « Tu n'as pas peur », dit-il, presque comme une évidence. Aïcha croisa les bras. La peur ne sauve personne. Il laissa échapper un rire bref et sans joie. Dans mon monde, ça sauve des vies. Dans mon cas, cela le détruit. La phrase restait en suspens. Cette nuit-là, la pluie revint à Los Angeles, forte et persistante. Elle frappait les fenêtres occultées, créant un bruit incessant qui emplissait l'espace. Jun-ho se réveilla brusquement. Mon cœur battait la chamade, respiration irrégulière, la sensation suffocante d'être encerclé. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il était. Ses souvenirs le ramenèrent à des ruelles sombres, des coups de feu résonnants,
des corps gisant au sol. L'odeur de poudre lui parut terriblement réelle. « Et » dit une voix basse. Aïcha se tenait debout à côté du lit. « Cauchemar ?» Il hocha lentement la tête, essayant encore de reprendre le contrôle de sa respiration. Elle lui tendit un verre d'eau. Leurs doigts se frôlèrent un bref instant, presque imperceptible. Pourtant, Juno ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. « Tu ne dors jamais ?» demanda-t-il après avoir pris une gorgée. Les médecins apprennent très tôt que le repos est un luxe, ou une punition. Elle haussa les épaules. Cela dépend du point de vue. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas pesant. Tu as choisi la mauvaise voie pour quelqu'un d'aussi propre, commenta-t-il, brisant le silence. Aïcha se figea un instant. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus rauque. Il n'y a pas de voie toute tracée quand on est dans la négligence. Juno la regardait maintenant attentivement, non pas comme un chef analysant une menace, mais comme quelqu'un qui cherche à comprendre. « Chicago ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Sur le « difficile ». « De quoi te faire comprendre que personne ne viendra te sauver ?» répondit-il. « Soit tu te relèves, soit tu restes au sol. » Cette phrase me semblait bien trop familière. Juno se laissa aller en arrière sur le lit, sentant le poids de cette conversation s'installer peu à peu. « N'as-tu jamais voulu t'en sortir ?» demanda-t-il, faisant référence à ce genre de vie difficile. « J'ai essayé » a-t-elle répondu. « Mais je finis toujours par revenir, parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là quand tout va mal. » Il resta silencieux. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement en elle une médecin. Il voyait quelqu'un qui, comme lui, avait appris à survivre bien trop tôt. Mais il avait choisi une autre voie. Les jours passèrent. La blessure se guérit. Ses forces commencèrent à revenir. Lentement, certes. Mais quelque chose en Jun-ho demeurait agité. Il commença à percevoir le monde qui l'entourait différemment. Les informations à la radio, les sirènes, les remarques d'Aïcha sur les patients arrivant trop tard. Tout semblait lié à lui d'une manière troublante. Un après-midi, alors qu'elle changeait les pansements, il parla sans réfléchir. « Vous savez ce que je fais, n'est-ce pas ?» Aïcha n'a pas répondu immédiatement. « J'en sais assez, » dit-il finalement. « Et je sais que si j'avais été ailleurs, j'aurais peut-être refusé. » « Alors pourquoi n'avez-vous pas refusé ?» Elle le fixa du regard. « Parce que quelqu'un vous a laissé en sang cette nuit-là. Et je ne laisse pas les gens mourir simplement parce que le monde pense qu'ils le méritent. » La réaction l'a profondément affectée. Jun-ho détourna le regard, fixant le mur qui s'écaillait. Une oppression lui serra la poitrine, une gêne qui ne provenait pas de sa blessure. Pour la première fois, quelqu'un prenait soin de lui, pas pour le pouvoir, pas pour l'argent, mais tout simplement parce qu'il croyait que la vie avait encore de la valeur, et cela l'a désarmé d'une manière dangereuse. Dehors, la pluie cessait lentement. Dans cette pièce oubliée, les blessures qui comptaient vraiment ont commencé à refaire surface, et Juno ne le savait toujours pas. Mais le monde qu'il avait bâti commençait déjà à s'effondrer silencieusement. Le rétablissement de Juno-Hall progressait, mais le monde extérieur à cette pièce de fortune commençait à s'effondrer. Mon corps réagissait mieux aux médicaments. Je pouvais déjà rester debout quelques minutes, je pouvais marcher lentement jusqu'à la fenêtre occultée, soulevant légèrement le tissu pour apercevoir la rue en contrebas. La vie suivait son cours, les gens allaient et venaient, les voitures passaient. L'Empire, cependant, ne s'y attendait pas. Même lorsqu'il était absent, Jun-ho pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas. C'était un instinct ancestral, développé au fil des années de survie. Les connexions se sont raccourcies, les réponses étaient vagues. Les hommes qui appelaient tous les jours mettaient maintenant beaucoup plus de temps à rappeler. La situation était en train de dégénérer. La confirmation est arrivée par un matin calme. Un de ces hommes de confiance se présenta à l'improviste. Son visage était tendu, son regard trop attentif. « On a perdu une cargaison », dit-il d'une voix calme. « La totalité. » Jun-ho n'a pas réagi immédiatement. « Comment ?» Quelqu'un a changé l'itinéraire à la dernière minute. La police s'y attendait déjà. Silence. Ce n'était pas de la malchance. Il s'agissait d'une fuite d'informations. Qui d'autre était au courant ? Demanda Jun-ho. L'homme hésita. Peu de gens. Il ne restait plus que quelques personnes pour tout détruire. Après le départ de l'homme, Jun-ho resta là de longues minutes, le regard perdu dans le vide. La pièce lui parut plus petite, l'air plus lourd. Aïcha entra peu après, portant un sac rempli de provisions. « Tu ne devrais pas rester debout aussi longtemps, » dit-elle en remarquant sa posture raide. « Quelqu'un me trahit, » répondit-il sèchement. Elle s'est arrêtée. « Ce n'est pas vraiment nouveau dans votre monde. Cette fois, c'est différent.
Elle s'approcha, observant son expression. Différent en quoi? Quelqu'un de très proche. Aïcha ne répondit pas. Elle continua simplement à ranger les médicaments. Mais Jun-ho remarqua quelque chose de subtil, une légère tension dans ses épaules. Et cela a semé une graine de doute. Les jours suivants, les problèmes se multiplièrent. Un vieil allié fut retrouvé mort. Un repère fut pris d'assaut. Un nom commença à circuler parmi les factions rivales. Le sien, faible, blessé, vulnérable. Et Aïcha avait des ailes. Toujours des ailes. Une nuit, Jun-ho se réveilla et ne la trouva pas sur la chaise à côté du lit. La chambre était trop sombre, trop silencieuse. Il se leva lentement, ignorant la douleur, et se dirigea vers la fenêtre. Aïcha était dehors, appuyée contre le mur du bâtiment, parlant doucement au téléphone. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il aperçut le ton, gravité, l'urgence. Lorsqu'elle raccrocha et rentra, elle trouva Jun-ho debout au milieu de la pièce. « Tu ne devrais pas être debout », dit-elle, surprise. « À qui parliez-vous » La question est sortie froidement. Aïcha hésita une seconde. Juste une. Mais c'était suffisant. « Mes affaires », a-t-il répondu. La réponse résonna en lui comme un avertissement. Cette même nuit, un autre coup dur. La police a fait une descente dans l'une des plus anciennes planques. Ce n'était pas un hasard. C'était une certitude. Quelqu'un parlait. Et la seule nouvelle personne dans sa vie, c'était elle. La confrontation a eu lieu le lendemain. Jun-ho était assis à table. Un pistolet visiblement à portée de main. Non pointé. Juste là. Un rappel silencieux. Aïcha entra et s'arrêta lorsqu'elle perçut l'atmosphère. Ce qui s'est passé ? « Tu as beaucoup parlé au téléphone, » a-t-il répondu. « Je l'ai déjà dit. Je sais ce que j'ai dit, » l'interrompit-il. « La question est, à qui ?» Elle prit une profonde inspiration. « Vous vous méfiez de moi ? Je suis entouré de traîtres, » répondit-il. « Et vous arrivez juste au moment où tout commence à s'effondrer. » Le silence était pesant. Aïcha s'approcha de la table et s'arrêta à quelques pas de lui. Elle ne semblait pas avoir peur. Elle semblait fatiguée. « Si j'avais voulu vous dénoncer, vous seriez déjà en prison, » a-t-il dit. « Ou mort. » Il la fixa du regard. « Alors pourquoi les choses continuent-elles de mal tourner ?» Elle ferma les yeux un instant, comme pour prendre une décision. « Parce que vous n'avez jamais quitté ce monde, » dit-il. « Et ce monde réclame ce qui lui est dû. » Jun-ho se leva lentement, s'appuyant sur la table pour se soutenir. « Je t'ai vu au téléphone hier soir. »« Je sais. Parlez donc. » Elle fixa le pistolet. Puis, elle reporta son regard sur lui. « J'appelais un centre de réadaptation. » Le mot planait dans l'air. « Réhabilitation ?» répéta-t-il, incrédule. « Pour toi. » Il rit, un rire court et amer. « Pensez-vous que je suis toxicomane ? Je crois que tu te détruis à petit feu, » répondit-elle. « Et que personne ne t'a jamais dit qu'il y avait une autre issue. Vous n'avez pas le droit. »« Oui, je le fais, » l'interrompit-il. « Parce que c'est moi qui te remets sur pied chaque fois que ce monde essaie de te détruire. » Le pistolet lui glissa lentement des mains, heurtant la table avec un bruit sec. À ce moment-là, tout a pris sens. Elle ne trompait pas. Elle essayait de le sauver. Et ça faisait plus mal que n'importe quelle embuscade. Jun-ho passa une main sur son visage, sentant le poids de ses propres choix peser sur lui. « Tu ne comprends pas ce que cela signifie, » dit-elle à voix basse. « Tu ne peux pas simplement partir. »« Je sais, » répondit Aïcha. « Mais peux-tu arrêter de faire comme si ça n'allait pas te tuer ?» Le silence revint. Mais maintenant, c'était différent. Il n'y avait pas de colère. Il y avait de la peur de perdre le contrôle, la peur du changement, la peur d'affronter qui il était sans pouvoir, comme une armure. Dehors, les sirènes retentirent à nouveau, plus près cette fois. Jun-ho regarda par la fenêtre, puis vers Aïcha, et pour la première fois, il comprit que le plus grand risque ne venait pas de ses ennemis, mais de la confiance qu'il commençait à lui accorder. Et dans son monde, la confiance a toujours eu un prix exorbitant. Le temps a cessé d'être un allié. Dans les jours qui suivirent, Jun-ho ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, le sentiment d'être acculé de toutes parts. Les messages reçus étaient brefs, prudents. Les hommes de l'Antiquité demandèrent de la distance. Les alliés ont évité les rencontres en face à face. L'énergie commençait à s'évaporer, silencieusement. Et plus son monde s'effondrait, plus une vérité dérangeante devenait évidente. Aïcha avait raison. La police resserrait son étau. Des factions rivales s'activaient pour occuper l'espace qu'il avait laissé vacant. Le nom de Jun-ho, jadis synonyme de respect et de crainte, circulait désormais accompagné d'un mot dangereux, faiblesse. Il savait comment cela allait finir. Je l'avais déjà vu. Les blessés ne survivaient pas longtemps. Un soir, assis au bord de son lit, Jun-ho contemplait ses mains. Les marques de l'opération étaient encore visibles. Des cicatrices récentes,
encore apparente, trop réelle pour être ignorée. Aïcha entra dans la pièce et s'arrêta net en le voyant dans cet état. « Envisagez-vous de revenir ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question. « Je ne suis jamais partie », a-t-il répondu. Elle s'approcha lentement. « Vous pouvez partir maintenant. Ce n'est pas si simple. »« Rien de valable ne l'est, » répondit-il. Le silence entre eux était lourd de tout ce qui restait à dire. « Je ne vais pas m'enfuir avec toi », poursuivit Aïcha d'un ton ferme. « Pas tant que tu continues à détruire des vies avec la drogue. » Ces mots ont frappé Junho plus fort que n'importe quelle menace extérieure. Il savait ce qu'il vendait. Il savait ce que cela avait provoqué. Je savais combien de familles avaient été affectées par des décisions prises dans le confort de leur bureau, loin des conséquences réelles. « Tu crois que je ne le sais pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Je crois que tu l'as toujours su », a-t-elle répondu. « Tu as simplement choisi de ne pas regarder. » La phrase restait là, chargée d'émotion. Ce matin-là, Junho prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Il a brûlé des documents. Contacts supprimés, il a rompu d'anciens accords. Chaque feuille de papier réduite en cendres représentait un fragment de l'empire qu'il avait mis des années à bâtir. Chaque lien rompu, un risque calculé ou un ennemi futur. Certains hommes ont été libérés. D'autres ont reçu suffisamment d'argent pour disparaître. Certains ont refusé de partir. « Vous faites une erreur », dit l'un d'eux. « Peut-être », répondit Junho, « mais c'est de ma faute. » Aïcha observait tout de loin. Elle ne célébrait pas. Elle ne souriait pas. Elle savait que ce n'était pas la rédemption. C'était une perte. « Tu vas tout perdre », dit-elle ce soir-là. « J'avais déjà presque tout perdu avant de te rencontrer », répondit-il. Ils s'embrassèrent sans aucune promesse. Aucun projet, pas d'illusion. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait aucune garantie d'avenir. 2 personnes seulement conscientes que ce moment pourrait être le dernier. Le lendemain matin, Junho se réveilla seul. Aïcha était partie tôt pour aller travailler dans une clinique voisine. Il resta assis de longues minutes, écoutant les bruits de la ville, accablé par le poids de ses actes. Ce n'était pas un héros. Ce n'était pas un homme bon. Il s'agissait simplement de quelqu'un qui essayait d'empêcher de causer davantage de dégâts. Mais le monde n'a pas pardonné si facilement. Avant la fin de la journée, il a reçu un dernier message d'un numéro inconnu. « Tu ne peux pas simplement partir. » Junho a éteint son téléphone portable. Je savais que le passé respirait encore. Je savais que les conséquences viendraient. Mais, pour la première fois, elle ne ressentit pas l'envie de s'enfuir. Car désormais, il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Il y avait un choix. Et dans ce monde-là, choisir représentait le plus grand risque de tous. Le temps passa sans qu'on demande la permission. Les mois s'écoulaient en silence, comme si le monde avait décidé d'avancer sans se retourner. Kang Junho chaque jour était un exercice constant de maîtrise de soi, du corps, de l'esprit et surtout, du passé. Il a quitté Los Angeles avant que quiconque ait besoin de lui rappeler qu'il n'y était plus le bienvenu. Il n'y a pas eu d'adieu. Aucun accord définitif n'a été conclu. Juste la distance. Maintenant, j'étais dans Oakland, Californie. Le dispensaire se trouvait dans une rue étroite, entourée de vieux bâtiments et de graffitis délavés. Un lieu oublié des autorités, mais peuplé de gens qui tentaient de survivre avec le peu qu'ils possédaient. Un environnement que Junho n'aurait jamais remarqué auparavant. Assis dans la salle d'attente, il observait les mouvements autour de lui. Des enfants agités, des personnes âgées fatiguées, des gens dont les histoires étaient trop lourdes à raconter. Il ne portait plus de costumes coûteux. Il n'y avait pas d'agent de sécurité. Il ne portait aucune arme. L'Empire appartenait au passé. Quand Aïcha sortit d'une des pièces, il lui fallut quelques secondes pour le reconnaître. Et lorsqu'il le reconnut, il s'arrêta. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais surprise. Junho se leva lentement. Essayez de survivre de la bonne manière. Elle l'observa en silence. Il n'y avait ni colère ni soulagement dans son regard. Seulement de la prudence. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle. « Je sais. Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que c'était le seul endroit où quelqu'un m'a dit la vérité, sans rien attendre en retour. » Aïcha détourna le regard un instant. Puis, elle lui fit signe de se rasseoir. « Je n'ai rien promis, » a-t-elle déclaré. « Moi non plus, » répondit-il. Ils restèrent là, côte à côte, en silence. Un silence différent des précédents, plus mûr, plus conscient. « Je suis entré en cure de désintoxication », a finalement déclaré Junho. « J'ai rompu les liens. J'ai vendu tout ce que je pouvais. Le reste, je ne peux pas revenir en arrière. » Aïcha hocha lentement la tête. « L'amour n'efface pas les crimes, » a-t-il déclaré. « Je sais, » répondit-il. « Mais peut-être que cela empêchera d'autres cas. » Elle le regarda. Il n'y avait rien de romantique dans cet instant. Pas de grandes promesses. Juste 2 personnes
qui essayait de vivre de manière moins destructrice. « Tu sais que ce n'est pas une rédemption, dit-elle. Je ne cherche pas la rédemption, a-t-il répondu. Je ne veux tout simplement plus être la même personne. Elle prit une profonde inspiration. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Je sais. Lorsqu'elle lui a pris la main, ce n'était pas un geste de pardon. C'était un geste volontaire. 2 mondes différents. 2 histoires marquées par l'abandon, la violence et la survie. Unies non pas par une solution parfaite, mais par la décision consciente de ne plus causer de souffrance. Le passé de Jun-ho n'a pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais. Mais l'avenir, il respirait encore. Et parfois, dans la vraie vie, survivre n'est pas synonyme de victoire. Il s'agit simplement d'apprendre à continuer sans tout détruire autour de soi. Croyez-vous que l'amour puisse changer quelqu'un? Ou bien cela révèle-t-il simplement qui cette personne a toujours été? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je les lis tous.